Bonjour, je suis Nadir du site On Tribal. Pour ce nouveau podcast, je vous propose d'aller à la rencontre d'Elisa. Elle est prof de danse, directrice de l'école Studio K à Nice et de l'association Kaina Oriental et Fusion. Elle est également chercheuse et très active dans la communauté à travers les vidéos qu'elle propose, soit des tutos express, soit des entretiens avec des danseuses ou autres personnalités qui tournent autour de la danse. Ce n'est pas la première fois que je la sollicite. Elle a déjà abordé sur le site son travail de recherche et son parcours de danse. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet échange avec Elisa. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors Elisa, bonjour. Bonjour. Alors, je vais reprendre une formulation que j'ai entendue sur tes lives parce que j'en ai suivi quelques-uns. Oui. Donc, je vais te demander de te présenter comme tu le souhaites. Ouais, c'est une question qui est pas si facile finalement. Alors, pour me présenter, donc je suis Elisa Lortola, je suis professeure de danse, danse orientale et tribal fusion à Nice, et je suis la directrice artistique de deux structures, une école de danse qui s'appelle Studio K et une association qui est spécialisée dans les danses orientales qui s'appelle Kaina Orientale et Fusion. Et à côté de ça, je suis également chercheuse, maître de conférences à l'Université de Nice. Et je travaille donc essentiellement sur les danses orientales, le tribal fusion, toute la partie anthropologie, les pratiques actuelles. Voilà, c'est ce qui m'intéresse particulièrement dans ma recherche. D'accord. Et j'avais suivi j'avais suivi ton diplôme, ta Mhm. soutenance. J'ai vu que tu avais réussi enfin à passer Oui, après, après de multiples reports et de multiples aventures. exactement. Ouais. Donc félicitations pour ton diplôme, pour ton doctorat. Merci beaucoup. Ouais, ça y est, on y est enfin arrivé. Et oui, j'imagine que tu es soulagé. Oui, bah oui, après voilà, c'était un travail que j'ai commencé il y a 5 ou 6 ans maintenant, à la suite d'un master. Et c'est vrai que je suis allée vers le doctorat sans trop m'attendre au travail que ça allait demander. Et puis l'année de ma soutenance, bon bah il y a eu pas mal de pas mal de petites mésaventures. Il y a eu les grèves d'abord en décembre, puis le Covid en mars. Et là, enfin, entre deux confinements, j'ai réussi à soutenir en octobre dernier. Donc c'est tout récent. C'est le don de trouver la bonne date, au fait. C'est ça, exactement. Le bon timing. C'est ça. Et donc la recherche, tu penses que c'est terminé ou tu as d'autres projets pour la suite? Alors là, moi non, c'est pas terminé. Au contraire, j'ai vraiment envie de continuer ce travail-là, surtout que en France, il y a peu de gens qui travaillent sur ces sujets-là. En tout cas, sur le tribal fusion, il y a personne en fait, il y a aucun chercheur français qui travaille là-dessus. Voilà, au niveau universitaire. Donc, c'est important pour moi de pouvoir amener cette danse sur le champ scientifique. Et au-delà de ça, moi, mon projet maintenant, il se tourne surtout vers la vulgarisation. Donc, j'ai commencé des formats de vidéos sur YouTube avec, voilà, des vidéos de 5 minutes pour retracer les grandes lignes de l'histoire de la danse orientale, du tribal fusion. Donc c'est un format qui permet en fait à plus de monde finalement d'approcher les aspects scientifiques de ces danses et c'est quelque chose que j'aimerais développer par la suite. Et après, bien sûr, continuer à enseigner et à transmettre ces danses-là auprès de mes étudiants en licence. Surtout, j'interviens surtout sur la licence danse et art à la faculté de Nice. Et donc j'ai cru noter que tu avais commencé ta thèse en 2014, ton travail de recherche. Oui. Euh, et pour toi, qu'est-ce qui a changé entre-temps depuis 2014, d'après toi, Au niveau de ma recherche, au niveau de la danse? au niveau de la danse, alors c'est vrai que quand j'ai commencé en fait ce travail de recherche, je savais pas vraiment vers quoi j'allais m'orienter. Et finalement, le point d'ancrage, il a été vraiment ma pratique de danseuse et les choses que je pouvais vivre et entendre au quotidien. Donc c'est cet élément-là qui a énormément plu en fait aux personnes qui m'ont encadrée sur le plan universitaire parce que j'avais vraiment ce côté pratique qui n'existe pas toujours chez les chercheurs en danse. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui a été primordial. Et j'ai commencé ma recherche en fait à partir d'un cas concret
qui était la rivalité que je présupposais entre les danseuses orientales de style plus traditionnel, classique, les personnes qui pratiquent donc le Rax Sharki surtout, et les danseuses plutôt de Tribal Fusion, d'univers, on va dire, un peu plus moderne. Donc je suis partie de ce constat-là. Donc voilà, cette rivalité, alors rivalité c'est un grand mot, mais disons les questionnements qu'il y avait au départ sur cette recherche-là, je sais pas s'ils ont vraiment évolué ces dernières années. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'ouverture de la part de danseuses, on va dire plus traditionnelles, vers des courants un peu plus modernes, tout en gardant toujours l'essence et l'âme de l'Égypte. Et après, le gros chamboulement qu'il y a eu ces dernières années, c'est tous les questionnements scientifiques autour de l'origine du tribal fusion, des problèmes de nom. Est-ce que ça s'appelle toujours tribal? Est-ce qu'on peut les appeler différemment? Là, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer aux États-Unis, mais aussi en France. Donc, voilà, c'est des terrains qui sont mouvants parce que c'est des terrains vivants. Donc, c'est important d'être toujours un petit peu à l'affût des nouveautés, on va dire, de ce qui se dit sur le terrain de recherche. Donc voilà, là, oui, en effet, il y a des choses qui ont évolué et dans tous les cas, ça sera amené à évoluer encore et encore. Et tant mieux, c'est ce qui fait que ce sont des danses qui continuent d'exister aussi. Mais de toute façon, je pense que c'est plutôt sain que les choses évoluent et qu'il y ait des questionnements sur le sujet. Exactement, ouais. Puis c'est important, c'est ce qui permet aussi de se remettre en question, de faire évoluer les pratiques, de faire évoluer les mentalités. Voilà, quand c'est fait toujours avec bienveillance, c'est toujours intéressant et important. Alors, je veux revenir sur tes vidéos, parce que je suis abonné à la chaîne YouTube aussi, et donc Oui. c'est d'en regarder quand j'ai l'occasion. Et Oui. je trouve que que t'as bien saisi les codes de YouTube sur ce que tu proposes. C'est quelque chose que tu as décortiqué, on va dire, en tant que chercheuse, ou tu t'es fait conseiller, ou c'est vraiment du feeling? Comment ça se passe? Alors ouais, déjà merci beaucoup pour le compliment. Oui, c'est vraiment du feeling en fait. Ce qui s'est passé, c'est que là avec le confinement, on a été pratiquement tout le monde en fait a dû passer sur du contenu vidéo un peu du jour au lendemain. C'était pas du tout prévu, on n'avait pas trop réfléchi à ça. Donc passer les premiers temps de mise en place, on va dire des choses. En fait, moi je suis quelqu'un qui aime bien rebondir en fait sur les situations. En me disant comment je peux me servir de ça finalement, de cette situation-là pour peut-être créer de nouvelles choses. Et le format tuto YouTube est tout de suite apparu comme quelque chose d'important pour moi parce que finalement en français, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Donc là, on fait des vidéos finalement, donc soit vraiment des tutos de danse assez généralistes, voilà, on rentre pas dans le détail des mouvements, de toute façon, c'est pas le but de YouTube non plus, mais des petits tutos sur comment on fait tel ou tel mouvement. Là, par exemple, là ce matin, j'ai tourné d'autres vidéos sur les chaussures de danse, comment on choisit ses chaussures de danse. Enfin, c'est vraiment très divers. Et c'était un domaine qui me manquait un petit peu sur YouTube, je trouvais. Et après, voilà, tout s'est fait un petit peu au feeling, peu à peu. Je tâtonne encore pour dire les choses. Et dans tous les cas, voilà, je pense que comme tout, ce sera aussi amené à évoluer. Et peut-être que d'ici quelques mois, quand je reverrai les premières vidéos, je trouverai ça vraiment trop nul. Mais voilà, l'idée c'était ça, c'était de pouvoir partager d'une autre façon aussi. D'un autre côté, ça permet aussi de faire connaître notre travail, que ce soit à moi ou aux autres professeurs de l'école. Ça rassure les gens aussi finalement des fois de voir un petit peu ce qu'on fait avant de pouvoir s'inscrire dans des cours, surtout dans nos cours, on va dire en présentiel. Donc voilà, c'est aussi une vitrine, une belle vitrine de notre travail, je trouvais. D'accord. Et est-ce que toi, tu penses que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que tu as des retours au niveau de ce que tu fais? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de plus au niveau de ta réflexion, au niveau de ce que tu pourrais mener, on va dire, dans l'avenir? Moi, j'ai vraiment envie de développer ce côté-là, en fait. Alors, ça rejoint aussi un petit peu ce que je fais avec les lives Instagram, là, tous les week-ends. On en parlera peut-être aussi par la suite. Mais Avec j'ai plaisir. vraiment envie, voilà, j'ai vraiment envie de donner de la visibilité, en fait, à la danse en règle générale, parce que
on se rend compte, surtout là, avec les problématiques actuelles, que la danse, finalement, on ne sait pas trop où la situer, on ne sait pas si c'est un art, on ne sait pas si c'est un sport. C'est un petit peu, voilà, il y a des personnes qui sont passionnées et qui savent très bien la valeur que ça a, mais on a l'impression que pour on va dire, les personnes qui sont en dehors des milieux de la danse, c'est pas franchement admis que c'est quelque chose qui peut être important pour le développement personnel, pour aussi la connaissance de soi. Donc j'ai vraiment envie de développer de la visibilité à travers les danses en général, mais là surtout à travers les danses que moi je pratique et enseigne, pour essayer aussi un petit peu de les populariser quelque part et de voir aussi tous les avantages et tous les bénéfices qu'il peut y avoir derrière les pratiques de danse. Donc c'est vraiment un projet là que je suis en train de mener. YouTube en fait partie. On a mis aussi en place des choses avec une autre professeure avec laquelle je collabore beaucoup, qui est Fiona Dumès, qui fait partie de mes professeurs à l'école, qui est au départ une de mes adhérentes, une de mes élèves, et qui après voilà s'est tournée à son tour vers l'enseignement. Et on est en train d'essayer de développer un petit peu un projet justement autour de la danse et de la confiance en soi. Elle en a fait vraiment son projet à 100%. Donc voilà, on essaye de mettre en place des petites choses qui arriveront certainement, j'espère, dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine. On veut pas non plus se précipiter dans quelque chose. Mais voilà, je pense que là maintenant, de plus en plus, il y a des choses qui se font sur le web. Il faut pouvoir aussi se raccrocher au wagon, on va dire, et pas laisser de côté toutes ces personnes qui nous ont découvert pendant le confinement en vidéo et qui après se retrouvent sans rien finalement et qui n'ont pas forcément l'accès à des cours de danse à côté de chez eux ou pas, qui n'ont pas trouvé les bons professeurs. Donc c'est aussi une façon de populariser, on va dire, cet art. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il en restera toujours quelque chose de ce qui s'est passé au niveau j'ai envie de dire, de l'apport numérique de la chose. Oui. De la façon de s'adapter, d'adapter ses cours, de trouver d'autres moyens de diffusion. Je sais que peut-être la semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour discuter, justement pour faire un podcast avec Cora et je crois Mélissa qui développe une plateforme de cours en ligne. Donc j'ai hâte d'en savoir plus aussi. Et ouais, je pense que c'est des choses qui c'est, on va dire, entre de grosses guillemets, le petit côté positif aussi qui a fait que la pratique du net a explosé un petit peu et malgré des fois des connaissances qui étaient pas là, donc il a fallu se débrouiller. Oui, complètement. J'ai un petit peu l'impression, si tu veux, que c'est comme il y a 20 ans ou 25 ans, la secrétaire qui était dactylo et t'as son patron ou directeur qui débarque, qui lui pose un ordinateur sur le bureau et débrouillez-vous. Ouais. Oui, puis dans tous les cas, il faut aussi garder à l'esprit qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, pratiquement tout maintenant se fait en ligne, quoi. Alors, ça a des avantages, puisque ça facilite l'accès. Là, il y a une explosion de cours en ligne ces derniers mois. Et c'était super intéressant de voir, de pouvoir prendre des stages, des cours avec des professeurs qu'on n'a pas forcément... on n'a pas accès à leur contenu et à leur contenu de cours en France, ou alors voilà, il faut prendre des stages qui sont pas forcément dans la région. Ça entraîne aussi des frais qu'on n'a pas forcément là l'occasion de mettre. Donc là, c'était vraiment le point positif du confinement et de cette explosion d'offres de cours en ligne. Et je pense qu'il faut vraiment pas laisser ça de côté. Et c'est important. Il y a de plus en plus de personnes qui sont vraiment demandeurs de ça. Et après, il y a un petit peu le revers de la médaille en se disant que bon, du coup, les gens ayant de plus en plus accès à des contenus en ligne, est-ce que ils auront toujours envie de faire l'effort d'aller dans les studios de danse? Je pense que oui. Je pense que c'est vraiment deux problématiques différentes. Donc j'ai pas l'impression qu'il faille avoir vraiment peur de ça. Mais voilà, c'est aussi des questionnements. Je pense que tous les professeurs aujourd'hui se posent quand ils font leurs cours sur Zoom ou ailleurs, quoi. Je pense pour ma part
que vraiment les deux sont appelés à coexister. Moi, j'ai l'impression qu'il y a il y a un fort retour pour dire, oui, ben moi j'ai suivi X et X cours auprès de tel et tel professeur, mais j'ai pas eu vraiment le temps de digérer tout ça. Enfin, j'ai fait entre guillemets une boulimie de cours en ligne, Mhm. mais enfin voilà. Et je pense que oui, et de toute façon, la pratique en réel dans les studios avec une prof qui prend le temps pour t'expliquer que pour toi, qui décortique vraiment ton mouvement des pieds à la tête et tout, c'est indispensable. Oui. Oui, moi je pense comme toi aussi que les deux vont être amenés à coexister d'une façon ou d'une autre. Les cours vidéo peuvent être vraiment pour certains le déclic de se remettre dans des cours de danse ou de se mettre complètement à la danse pour après peut-être sauter le pas, de venir dans des cours en présentiel et d'être dans un groupe d'élèves avec une dynamique aussi, avoir un prof qui corrige, qui prend le temps de regarder ce qu'on fait. C'est complètement, c'est deux choses différentes pour moi, donc qui sont complètement amenées à coexister, je pense. Alors, si on parlait un petit peu des entretiens, Oui, les fameux entretiens sur Instagram. ouais. Donc la liste commence à devenir importante. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Le, vrai. le samedi matin pour les lève-tôt, Voilà, c'est ça. Ou en replay aussi, du coup, puisque c'est disponible après sur le compte Instagram de l'école. c'est vrai. Ben moi je les ai regardés quasiment tous en replay. J'ai vu celui de Julien, euh, des artistes de la bienveillance, je crois que je l'ai Ouais. vu en direct. Mhm. Magali aussi. Magali, je l'ai entendu, j'étais en train de faire autre chose, je pouvais pas être devant l'écran, Ouais. mais je l'ai eu en audio quand même. Et ben là, celui d'avant-hier, Audrey, je l'ai chopé en cours de route, j'ai dû Mhm. louper 5-10 minutes du début, mais j'ai pu l'attraper quand même. Ouais. Oui, là, Et tous les matins maintenant, enfin tous les samedis matins, chaque semaine, on essaye de s'y tenir. Et là, j'ai encore quelques invités pour au moins début février pour le moment. Et j'espère continuer encore par la suite ce contenu qui plaît énormément. Donc, j'en suis très contente. bah, moi, je suis très content de voir ça parce que, en fait, si tu veux, pour te dire, c'est un petit peu l'essence même du projet que j'ai voulu faire avec Contribal, c'est que je suis parti sur un constat que les danseuses se connaissaient pas forcément si bien que ça entre elles, Mhm. pas aussi bien que je l'imaginais. Et donc je me suis dit, bah, autant essayer d'imaginer quelque chose sous forme d'une petite interview pour raconter son parcours, pour raconter un petit peu sa vie de tous les jours, son métier. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai lancé le projet. C'était exactement ça. Donc bah, je suis Mhm. content de voir qu'il y a quelque chose d'autre qui existe, qui est proposé, qui est plus vivant en plus. Parce que moi, j'aurais jamais osé me lancer là-dedans. Mhm. Mais enfin voilà. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que comme ça fait pas mal de temps que t'es là-dedans, t'as pas mal de contacts aussi. Alors que moi, quand je suis arrivé là-dedans, bon, heureusement que j'avais quelques copines que j'avais pris en photo qui étaient là pour répondre, pour suivre mon projet. Mhm. Mais après, ça a dû se construire petit à petit. Ouais, après là, en fait, c'est comme tu le dis, c'est ce qui est très important et je pense que c'est aussi pour ça quelque part qu'on pratique la danse et ces danses surtout en grande majorité, c'est cette force du collectif finalement. Même si, bah, bien sûr, dans chaque, bah, comme dans tous les groupes, hein, il peut y avoir aussi des tensions, des animosités, c'est normal et c'est la vie en société hein, qui est comme ça aussi. Mais il y a une vraie écoute et une vraie volonté de s'entraider quelque part. On le voit sur On Tribal très bien hein, quand il y a voilà là, bah, par exemple, t'as posté ce matin un petit post et on voit que bon, tout le monde a des petits coups de mou, mais d'un côté, bah, tout le monde a des coups de mou ensemble et tout le monde se sent un peu moins seul dans ses coups de mou, on va dire. Hmm. Et là, c'est ça. Moi, en fait, la majorité des personnes que je vais interroger dans les prochaines semaines sont des personnes que j'ai jamais rencontrées
ou alors vraiment 1 ou 2 fois au détour d'un stage, avec qui j'ai pas forcément pris le temps de discuter. Et là, de pouvoir se rejoindre autour d'une question, d'un thème précis qui eux leur tient à cœur et qui vont parler en fait à d'autres, pas forcément qu'à des danseurs ou pas forcément qu'à des danseurs de tribal fusion ou de danse orientale. Ça permet aussi de montrer un petit peu le côté universel de la danse en général et de l'art aussi en général. Donc c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu tous les samedis matins maintenant. Et c'est important qu'il y ait des projets comme le tien qui soient développés ces dernières années, des projets comme Cora est en train de mener aussi, de voir un petit peu comment la pratique des danses American Tribal gagne un petit peu du terrain et se fait connaître. Je trouve ça beau finalement dans ces dernières années là. Peut-être c'est très récent finalement, les 5 dernières années, on a vu vraiment une explosion des cours, de plus en plus de personnes qui sont complètement accros à ces styles de danse. Et moi personnellement, ça m'enchante. Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je t'avoue que j'étais très frustré de voir que tout le monde connaissait ce que c'était du hip-hop, tout le monde voyait à peu près ce que pouvait être du contemporain. Et quand tu parlais, tu disais, ouais, j'ai fait des photos de avec une troupe de danse tribal. Bon, à l'époque, le mot tribal était encore admis. Oui. Quand tu disais, j'ai fait des photos avec une troupe de danse tribal, bah, personne voyait ce que c'était. Donc c'était forcément danse africaine avec très cliché, quoi. Alors, tu devais à chaque fois expliquer, mais c'est le même problème au fait pour les danseuses. Après, j'ai découvert que elles étaient aussi coincées que moi pour expliquer ce qu'elles pratiquaient. Oui. Et je me suis dit que c'était dommage justement qu'il n'existait pas quelque chose pour permettre aux gens d'expliquer, de découvrir. Enfin voilà. Ouais, c'est un constat qu'on a tous fait, je crois, et il y a des choses qui commencent. Enfin, aujourd'hui, maintenant, je pense que c'est un petit peu plus connu, même si ça reste, bien sûr, beaucoup moins connu que le hip-hop ou d'autres styles de danse qui sont en France depuis des années et des années. Il faut pas oublier que tout le côté, American Tribal dans son ensemble est arrivé en France dans les années 2000, quoi. Et encore, c'était vraiment le tout début. Et dans les années 2010, on a commencé vraiment à en parler un petit peu plus et à avoir de plus en plus de cours. Mais donc, c'est vraiment très récent. Ça fait qu'une dizaine d'années. Et de plus en plus, maintenant, ça commence à être popularisé. Et je pense que des initiatives comme toi, tu peux mener, comme d'autres peuvent mener, participent beaucoup à cette connaissance de ces pratiques-là. Bon, tant mieux, c'est le but au fait, hein, d'essayer de contribuer à donner un petit peu de visibilité. Oui. Alors, donc, sinon, on va pas tarder à terminer. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous indiquer où on peut suivre ton travail? Alors, essentiellement sur tous les comptes, que ce soit Instagram, YouTube, sous Studio Canis. Donc là, c'est l'école de danse. On va dire que le plus gros du contenu se fait sur le compte Instagram et sur la chaîne YouTube. On a aussi un site internet avec un blog sur lequel on diffuse quelques articles, de temps en temps sur l'univers de la danse en général. Voilà, c'est ce qui est le plus actif. Après, on a aussi le compte Instagram et le site internet de Kaina Orientale et Fusion, mais qui du coup, lui, est vraiment spécialisé dans les danses orientales et tribales, mais qui a un peu moins de contenu, un peu moins de valeur par rapport à ce qu'on peut trouver sur Studio Canis. D'accord. De toute façon, je tâcherai de remettre tous les liens en description. Mais comme si tu veux le podcast sera aussi téléchargeable sur iTunes, c'est toujours bien de le répéter. Oui, bien sûr. Voilà. Et alors j'ai 2 dernières questions. Oui. À savoir des danseuses que tu peux nous citer, des danseuses dont tu es admirative et qui sont des exemples pour toi. Une ou plusieurs, hein. C'est au choix. Ouais, alors je vais citer peut-être une française et peut-être une internationale, comme ça
Pas on de laisse jalouse. aussi la parole à la France, ouais. Alors, en international, alors moi, en Tribal Fusion surtout, celle que j'admire beaucoup et que j'aime énormément, c'est Zoé Jakes, pour Ouais. plein de raisons différentes, en fait, pour ce style assez unique qu'elle a, pour les projets qu'elle peut mener, actuellement avec Dancecraft, avec plein de choses. Et je prends toujours plaisir à regarder chacune de ses vidéos. Je trouve qu'on connaît son travail comme soliste et on connaît pas assez son travail comme directrice de groupe de compagnie, parce que même sur ces créations-là, on le voit beaucoup moins passer, mais elle fait un travail qui est monumental. Et sur le même plan, je mettrais aussi Olga Meos, qui elle aussi a un travail chorégraphique qui est juste énorme. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime en fait. J'adore regarder les créations de groupe, voir comment les choses s'enchaînent. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et après, en française, je dirais Mel, pour les mêmes raisons, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est généreux, qui fait pas de vagues, qui fait son petit bout de chemin depuis un certain nombre d'années maintenant, et qui est très bienveillante toujours, que ça soit avec moi ou avec d'autres. Donc en française, je dirais Mel de Tribal Bounce. D'accord. Et toute dernière question, qui est-ce que t'aimerais comme invité prochainement sur le podcast? Alors, pourquoi pas Mel? Je pense qu'elle n'a pas encore participé aux discussions. Mm. J'aimerais beaucoup l'entendre sur sa carrière en général, puisque bon voilà, maintenant ça fait déjà un certain nombre d'années, elle a eu l'expérience aussi d'Umra, de plein de choses, de plein de festivals, et elle mène tout de front, et je serais super curieuse de l'entendre à ce sujet. Alors ça va te faire plaisir parce que normalement c'est déjà dans les starting blocks. Ah c'est parfait alors. On n'a pas réussi encore à se trouver une date, mais on a commencé à discuter là-dessus. Et tant Voilà. mieux. J'en suis ravie. Voilà. Bon, Elisa, je te remercie beaucoup Merci à toi d'avoir pour pris le temps. l'invitation. Et on te retrouve tout bientôt. Je crois que samedi, j'ai cru voir que c'était Belinda Exactement. de Tribalinda, et je suis pas sûr que j'aurai terminé de monter l'épisode à temps, mais on peut toujours espérer. Oui, puis dans tous les cas, voilà, tous les samedis sur Instagram avec un nouvel invité, et j'espère pendant encore un petit moment. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent participer à un épisode, ce sera avec grand plaisir. Voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Elisa. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura permis de découvrir de nouvelles choses sur Elisa, sur son travail. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast plein de surprises. À bientôt.